What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Pourquoi? Parce que ce samedi, il y a le combat entre Jon Jones et Ciryl Gane. Et récemment, dans une interview que Jon Jones a donnée, il a dit qu'il a fait du power, notre sport, la propaganda, pour se préparer du coup pour sa montée chez les poids lourds. Alors, je suis pas un spécialiste du MMA. Pour tous ceux qui s'intéressent à ce sport, je vous conseille évidemment d'aller regarder le contenu de La Sueur, qui est vraiment une super chaîne. Moi, je regarde toutes leurs vidéos, mais vraiment toutes leurs vidéos. Donc, en gros, Jon Jones, c'est un des GOAT du sport. Il était dans la KT moins de 93, je crois, moins de 90, je connais pas les KT exacts. Et du coup, il est passé chez les lourds. Et pour son passage chez les lourds, ce qu'il dit justement dans l'interview, c'est qu'il a fait pas mal de renfort musculaire, pas mal de powerlifting pour justement prendre du poids, prendre de la masse, prendre de la force. Et du coup, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est de voir déjà, les perfs qu'il a dit avoir fait, parce que dans l'interview, on lui demande les perfs qu'il a faites et il répond. Et en plus, ce que je voulais faire, c'est également analyser les vidéos que j'ai trouvées du moins sur YouTube de ses entraînements pour voir un petit peu la technique qu'il a et est-ce qu'il y a des choses à optimiser ou non, même pour un athlète professionnel en MMA comme Jon Jones. C'est parti les boys. Première partie, ses performances. Si tu mets des pins, tu te fais gonfler comme un popcorn. Donc du coup là c'est la partie où il a dit un petit peu qu'il s'est entouré de certaines personnes pour s'entraîner, etc. pour faire du power. D'ailleurs il dit qu'il mène une vie de go muscu en mode 6 repas par jour, 3 shakers de whey, etc. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et donc du coup on arrive au moment où on lui demande quelles ont été tes performances. So I ended off training camp bench pressing 315 for 5. Donc là, il vient de dire que lors de son camp d'entraînement, il a fait donc 315 pounds. 315 pounds, ça fait environ 140 kilos. Un petit peu plus, je pense. Donc, il a fait 140 kilos au bench pour 5 répétitions. Deadlift, 640 pounds, ça fait environ 290 kilos, ce qui est vraiment un gros deadlift. Je reviendrai après sur l'analyse des performances. Et là, il a dit my bench, mais à mon avis, il voulait dire my squat parce qu'il avait déjà donné ses performances au bench. Et donc, il squatte entre 500 et 520 pounds et ça fait aux alentours des 230 kilos. Donc, déjà, premièrement, ce qu'il faut considérer, c'est que, comme je l'ai dit, Jon Jones, c'est un athlète en MMA. Et évidemment, le MMA, donc c'est plusieurs sports de combat. Il y a du striking avec de la boxe thaï, boxe anglaise, etc. Il y a également, évidemment, du sol, donc du jiu-jitsu brésilien, de la lutte, etc. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un sport qui est très dense et qui demande déjà beaucoup d'entraînement bien différents. Parce qu'évidemment, quand on s'entraîne en lutte, on va faire un certain entraînement qui va être différent de quand on s'entraîne juste avec du striking pur, donc des sports plutôt de pied-point. Et donc ce qu'il faut vous dire, c'est que là, ces performances qu'il a faites, il les a faites pendant son camp d'entraînement. Et évidemment, il n'a pas arrêté de faire du MMA pour se concentrer que sur la force. Et en plus de ça, il doit également entraîner son cardio, son endurance, que ce soit physique ou musculaire. Donc être capable de courir, être capable de, par exemple, faire des longueurs en piscine, etc. Mais également l'endurance musculaire, par exemple, avec du rameur ou des choses comme ça. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que là, les performances qu'il a faites, c'est des performances faites au sein d'un camp d'entraînement où il entraîne déjà plein d'autres caractéristiques à côté. Donc je dirais, pour moi, je pense que ça a été un renfort, mais qui a peut-être, je pense, dû représenter peut-être 20 à 30% de son temps d'entraînement et encore. Et évidemment, plus il s'est rapproché de la date de la compétition, plus probablement il a levé le pied au niveau du lourd pour se permettre d'avoir un peu plus d'énergie pour le reste de ses entraînements sur des aspects peut-être plus spécifiques à son sport. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que Jon Jones, c'est un athlète en poids lourd maintenant, donc qui fait entre 110 et 118, 119 kilos en fonction des différentes sources d'informations qu'on peut trouver. Donc on résume les performances. Pour un athlète de 100, allez on va prendre la moyenne 115 kilos, il fait beaucoup d'autres entraînements à côté, donc il fait pas que du power. Donc il a sorti 290 au deadlift, environ 230 kilos au squat et environ, je pense que s'il fait 5 reps à 140 au bench, ça doit probablement faire environ une rep à 160, un peu plus ou un peu moins en fonction de l'exécution technique, mais je pense que ça fait environ 160. Et en soi, il y a deux sphères, donc si on donne ces performances-là à un mec qui fait que du power, il va se dire ouais, c'est pas incroyable pour un athlète du coup qui fait 115, 118 kilos. Mais moi personnellement, encore une fois, je prends en considération le contexte global, à savoir que Jon Jones ne faisait pas que ces entraînements-là, qu'il faisait d'autres entraînements à côté, même à certains égards des entraînements un petit peu opposés à cet entraînement-là en pure power. Et du coup, pour moi, sortir ces performances-là dans ces conditions, c'est vraiment très impressionnant. Donc évidemment, moi perso, donc je fais que du power. J'ai déjà deadlifté 290 kilos à l'entraînement et lorsque j'ai fait ces perfs à l'entraînement, je faisais aux alentours des 68-69 kilos. Donc on pourrait se dire ouais, le mec est le double du poids et il fait le même deadlift. Mais encore une fois les gars, il faut garder en tête quelque chose, c'est que moi je fais que ce sport à 100%. Et lui, non seulement il doit faire tous les sports de combat purs, et après il doit aussi faire du renfort physique spécifique à tous ces sports de combat. Donc moi perso, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis quand même assez impressionné des performances. Maintenant, j'ai pas mal fait de recherches sur YouTube pour trouver les vidéos des mouvements en question. J'ai trouvé quelques vidéos. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé le deadlift à 290 kg. J'ai pas trouvé le bench à 140 kg en x5. J'ai trouvé quelques squats lourds et j'ai trouvé quelques deadlifts lourds, mais pas aussi lourds qu'il prétend avoir fait. Donc je pense qu'il a aucune raison de mentir sur ses performances. C'est évident. Il n'y aurait pas de raison de mentir là-dessus. Donc on va dire que c'est des perfs qu'il a faites, qu'il dit avoir fait. Et maintenant, on passe à l'analyse technique des mouvements. Pull-up, je te l'aurais bien donné, mais j'ai toujours pas de cœur.
Alors du coup, on va analyser la première vidéo au deadlift. Donc c'est 600 pounds, donc ça fait 272,5 kg. Et du coup, c'est une paire qu'il a fait en sumo deadlift. Alors, il faut savoir, c'est que j'ai trouvé des vidéos de lui et qui fait du sumo et qui fait du tradi. Et on va analyser les deux du coup, et le sumo et le tradi. Donc là, en sumo, on peut voir qu'il a une toute petite erreur, qui est un truc, en fait, c'est une erreur assez basique au sumo que beaucoup d'athlètes font, notamment des athlètes qui sont pas en mode power. En fait, c'est de trop s'asseoir au début du mouvement. Se dire, c'est un sumo, donc ça ressemble à un squat, donc je m'assois. Et en fait, comment est-ce qu'on sait que l'athlète est trop assis, même si c'est filmé de face? En fait, vous voyez que quand il commence son mouvement, ses hanches sont à une certaine hauteur, et quand il tire sur la barre ne décolle pas tant que ses hanches ne sont pas remontées de quelques centimètres. Et en l'occurrence, ça remonte quand même assez significativement. Donc pour moi, il est un peu trop assis. Et du coup, c'est ça qui fait que vous voyez au niveau du verrouillage, il galère quand même pas mal. C'est à cause de cette mauvaise position de départ. Après, sinon, à côté de ça, bon, c'est filmé de face, donc on voit pas trop la position de son dos, mais ça a pas l'air de trop bouger. Donc j'aurais tendance à dire qu'il a une bonne position du dos et juste revoir un petit peu l'action au niveau des hanches. Et en fait, c'est important parce que l'action au niveau de la hanche, que ce soit de la poussée, de l'extension, etc., c'est une action extrêmement puissante du corps humain. Il suffit de voir les strongman qui sont capables de tirer des avions, des trucs comme ça sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres. En fait, c'est justement grâce à l'action des hanches et l'action des jambes aussi. Donc pour moi, c'est dommage qu'un athlète de son niveau n'ait pas eu un coaching axé autour de l'action de la hanche, parce que là, du coup, il n'optimise pas, il ne maximise pas la capacité de production de force justement autour de la hanche, et c'est un peu dommage, mais évidemment, la perf est, encore une fois, pour moi, c'est vraiment fou, ce genre de perf pour un athlète avec ce profil-là. On va passer au deadlift en tradi. Sur son deadlift en tradi, j'ai pas trouvé d'énormes perfs. Alors là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça doit être dans les 200... Je pense que ça doit être dans les 230, 240 kilos, ça, quelque chose comme ça. Et en fait, on voit un petit peu le même souci qu'au sumo. Alors là, cette fois, c'est pas qu'il est trop assis. J'aurais tendance à dire au contraire que ses hanches sont un tout petit peu trop hautes et en fait qu'il se sert mal de l'action de la hanche. Et on voit que au début, il baisse un peu ses hanches, ensuite elle remonte directement et il se retrouve avec un angle de buste vraiment très horizontal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est faux de croire qu'il faut avoir un angle de buste extrêmement vertical au deadlift. En fait, la verticalité de votre angle de buste va être déterminée par des facteurs souvent anatomiques, donc à savoir la longueur de vos jambes, la longueur de votre buste, votre ratio buste-jambe, la longueur de vos bras, etc., etc. Mais en l'occurrence, il a des bras assez longs et donc je pense que là, sa position, c'est pas, oui, c'est sa position, je pense que c'est une mauvaise, encore une fois, utilisation de l'axe autour de la hanche. Et donc, on revoit un peu le même problème, mais qui a pas du tout la même cause entre son sumo et son tradi. Mais à chaque fois, on en revient à cette mauvaise utilisation de la hanche au deadlift. Et encore une fois, l'action de la hanche, c'est l'action centrale du mouvement. C'est donc dommage d'avoir un athlète, surtout à son niveau en MMA, qui est pas coaché de la bonne façon pour avoir un deadlift vraiment intéressant du point de vue mécanique. Et donc, on peut voir que malgré tout, justement, avec une action pas incroyable au niveau de la hanche, là, je pense que c'était 230, 240, je pense, environ. Il s'en sort vraiment très bien. Et là, après, du coup, on le voit faire des reps à 140, je pense que ça doit être. Et vous voyez, en fait, sur la première rep, c'est un peu le même schéma. Donc, peut-être qu'il commence un petit peu trop bas, ses hanches remontent systématiquement. Mais quand je dis que commencer trop bas, c'est pas commencer avec les hanches plus hautes. En fait, ça montre qu'il y a une mauvaise compréhension de l'action de la hanche. Et vous voyez que sur les reps d'après, il corrige et que ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà. Dans l'ensemble, malgré tout, un bon deadlift. Juste dommage que l'action centrale du mouvement ne soit pas 100% comprise. On passe donc au squat. Moi je nous dans les chambres qui baillent pop, c'est bon. Petite interlude pendant la vidéo pour vous dire que pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent une programmation spécifique en power pour développer leur force et également leur masse musculaire, j'ai une application de coaching où vous avez accès à plein de programmes sur une base mensuelle et vous avez également accès à un Discord privé sur lequel je suis présent, sur lequel je suis actif, sur lequel je fais des lives et je fais des analyses techniques également. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien sera dans la description. Donc là sur le squat, on a un squat à 227 kg. Donc comme j'ai dit, il a dit qu'il a fait entre 227 et 240 environ. Donc là on voit le squat à 227. Déjà, premièrement, moi, je vois une erreur tout de suite, c'est qu'il n'a pas de ceinture SBD. Ça, pour moi, c'est un faux pas. C'est un faux pas. Quand tu veux optimiser ton entraînement en power, tu utilises le meilleur matériel sur le marché. Et là-dessus, en fait, pour ceux qui me connaissent, savent que c'est une demi-blague, une demi-propagande, mais pas vraiment, en fait. Pourquoi? Parce que quand vous voulez courir, quand vous faites de la course, par exemple, vous voulez les meilleures chaussures possibles pour non seulement optimiser votre performance, mais également éviter les blessures. Parce que ça se sait, hein, on le sait, qu'un matériel pas adapté, c'est un matériel qui peut agrandir le risque de blessure. Et là, en fait, c'est exactement pareil. Pour moi, le fait de pas utiliser le meilleur équipement possible sur le marché, surtout quand on est un athlète de son niveau, qui n'a pas de problème financier pour se payer le meilleur équipement pour son entraînement, parce que c'est un athlète professionnel, je trouve ça un peu dommage. Donc au niveau du squat, l'amplitude est pas dégueulasse. En vrai de vrai, peut-être il manquerait 1 ou 2 cm en compétition pour que ce soit validé, mais pour moi, c'est plus que correct, parce que, encore une fois, il ne s'entraîne pas pour du power, il fait du power pour avoir d'autres avantages physiques à côté, donc notamment le développement de la puissance, de la force. Et donc pour moi, l'amplitude, elle est plus que respectable. En compétition, ce serait peut-être un petit peu
peu juste, mais enfin, clairement, là, ce serait idiot de dire ça. Pour moi, c'est un bon squat. En vrai de vrai, c'est un bon squat. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il est en high bar et qu'en fait, il a un tout petit peu tendance à partir en avant. Alors, le problème de ça, c'est que lorsque vous êtes en high bar et que vous partez en avant, c'est pas optimisé au niveau de l'exécution technique. Donc, pour moi, là, ce serait deux choses l'une. Soit c'est trop lourd, du coup, pour qu'il fasse le high bar comme prévu. Donc, exemple tout simple, moi, je veux renforcer la puissance des quads d'un athlète. Donc, son objectif, c'est pas de soulever le plus lourd possible au squat, c'est de renforcer la force de ses quads. Bah, du coup, je vais le mettre en high bar et je vais lui dire, si jamais tu sens que tu pars en avant, c'est que tu as mis trop lourd et il faut que tu mettes moins lourd et que tu t'obliges à rester droit et à ne pas partir en avant. Quand on part en avant, en fait, c'est une réponse de notre corps à une charge qui est trop lourde et donc, du coup, c'est une adaptation technique. Donc, en soi, si tu veux un athlète qui fait du power, partir en avant, c'est pas nécessairement problématique parce que le but, c'est de soulever le plus lourd possible au squat. Et donc, si le fait de partir un petit peu en avant, ça rentre dans le cadre technique, bah, c'est OK. Par contre, pour un athlète comme Jon Jones, je pense que c'est de deux choses une. Soit on met en place une stratégie, si moi j'étais son coach en power, tu fais que du high bar et si tu sens que tu pars en avant, c'est que tu ne suis pas le concept qu'on essaye de développer avec cet entraînement, donc tu mets moins lourd. Soit au contraire, du coup, vu qu'il part en avant, ça veut dire qu'en low bar, il serait dans une meilleure position parce que naturellement en low bar, on va avoir le buste un peu plus incliné. Cette inclinaison de buste va mettre un peu plus d'accent au niveau de la hanche et va mieux répartir le stress entre les genoux et la hanche au niveau des actions musculaires et mécaniques. Donc de deux choses l'une, soit c'est trop lourd pour du high bar, soit son corps est en train de nous dire je suis un peu plus fort en étant un petit peu plus en avant, donc allons-y en low bar. Et donc malgré ça, encore une fois, pour moi, c'est vraiment impressionnant qu'il squatte 230 kg dans ces conditions-là, avec une technique pas ultra optimisée, avec un matériel pas optimisé. 230 kg, je pense qu'on se rend pas compte quand on ne fait pas de squat très régulièrement et qu'on travaille pas beaucoup la technique. C'est vraiment une performance impressionnante, surtout avec ses leviers parce que Jon Jones, il est très longiligne. Et quand on est longiligne, c'est moins avantageux pour le squat. Et donc, c'est par exemple pour ça que des fois, on voit des athlètes avec des handicaps de taille, donc des athlètes de petite taille, qui font des squats genre absolument incroyables en termes de ratio poids-puissance. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'être très compact au niveau des leviers, c'est un énorme avantage pour le squat de façon générale. C'est par exemple pour ça que les pontages extrêmes ont récemment été entre guillemets interdits en IPF FF Force parce que c'est un avantage vraiment très conséquent d'avoir une amplitude plus courte du mouvement. Et là du coup, Jon Jones, il est très longiligne, donc il n'a pas du tout des leviers très avantageux pour le squat. Je suis pas bien, j'entends mes démons qui s'assoient, j'aime bien le Enfin pour le bench, comme je vous l'ai dit, malheureusement, j'ai pas trouvé de vraies bonnes vidéos de son bench. J'ai trouvé des charges vraiment très légères ou alors plutôt de l'accessoire. J'ai pas trouvé la perf qu'il dit avoir fait, donc à savoir les 140 x 5 kg. Mais pour en revenir à mon point précédent, il est très longiligne, il a une grande allonge. Jon Jones, ça se voit au niveau du deadlift, il termine assez bas quand même. Donc j'en déduis que sans pontage et avec du coup la longueur de ses bras, la longueur de son envergure, de son allonge, je suis persuadé que Jon Jones a une amplitude de fou furieux au bench. Il doit avoir vraiment une grande course. Et donc 140 x 5 pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas spécifiquement avec du coup une énorme amplitude, encore une fois en termes de puissance pure, c'est vraiment une grosse performance. Donc voilà les boys, je voulais quand même faire cette petite analyse parce que quand j'ai écouté l'interview hier, ça m'a fait sourire et j'étais en mode ah c'est grave cool, tu vois, qu'ils parlent du squat, du bench, du deadlift pendant une interview et qu'ils disent que ça a été un de ses axes principaux d'entraînement. Donc encore une fois, à titre personnel, je pense, j'ai pas l'information à 100%, mais je pense que ça a été un entraînement qui a été beaucoup mis en avant il y a quelques semaines, quelques mois pour vraiment augmenter sa masse musculaire, augmenter sa force. Et après, je suis sûr que là, plus il s'approchait de la phase de compétition, de son combat du coup, moins il a concentré d'efforts sur cet aspect-là parce que à certains égards, je pense que faire de la force pure 1RM n'est pas la meilleure chose à faire quand on est un combattant de MMA. C'est bien en off-season pour développer la force, etc. Mais pendant une phase de préparation compétition proche, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Au contraire, je pense que c'est mieux de faire de l'explosivité. Et donc le 1RM, c'est pas de l'explosivité. Donc voilà. Voilà les boys, la vidéo est donc terminée. Si jamais vous voulez me soutenir, nous avons un tout nouveau drop Silent Worker. Link is in the bio. Donc là, c'est le crew neck, c'est le pull, t'as capté. Regardez-moi la propreté du pull. Regardez-moi la propreté du pull, Silent Worker. Donc, pour ceux qui veulent représenter la mentale dans la rue, en dehors des entraînements, vous pouvez le faire grâce à ce crewneck. Et en plus, en ce moment, il fait un petit peu froid. Et ce crewneck est totalement prévu pour les grandes périodes de froid parce qu'il est rembourré à l'intérieur. Donc, non seulement vous aurez un flow incroyable, mais en plus, vous n'aurez pas froid, vous aurez même chaud. Gros, en fait, je suis vraiment un mec de la pub, en fait. Je suis vraiment un publicitaire. C'est du marketing. Là, c'est du marketing de génie, tu vois. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir, et rappelez-vous, une commande Silent Worker, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos, et on va la faire cette maison. Il y a également mon sponsor équipement SBD. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est le meilleur équipement actuellement sur le marché pour faire du power. Bande poignet, genouillère, ceinture, ils ont tout ce qu'il vous faut. Donc le lien sera dans la description. Et enfin, et pas des moindres, mon sponsor supplément, Nutrimuscle, avec le code NM-BAPANA10. Ça vous fait 10% de réduction pour vous sur vos compléments et un soutien infini pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez envoyer du love à votre boy. Sur ce, je vous envoie moi plein de love en retour et je vous dis à la prochaine.